Bonjour à toutes et à tous. Que retenir des élections algériennes, à part la tristesse et l'exaspération du peuple algérien, si l'on en croit les médias et les réseaux sociaux? Moi, je retiens deux enseignements majeurs. Le premier, c'est qu'on est toujours dans le face-à-face stérile entre islamistes et oligarchie. Et le second, c'est que les candidats à la présidentielle, le personnel politique, est d'une déprimante banalité. On est dans un océan de normalité, personne ne crève l'écran. Alors, premier renseignement, islamiste versus oligarchie, évidemment, puisqu'on n'a pas vu de troisième voie, on n'a pas vu d'hommes politiques, de femmes politiques qui portent un discours, qui cristallisent un discours où se retrouvent les espoirs du peuple algérien, surtout un projet cohérent et décent. Voilà, on est entre les gens qui vous promettent le salut par l'orthodoxie religieuse et on est qui disputent le pouvoir aux hommes de paille de l'oligarchie civile et militaire. Le deuxième, ça c'est très tragique bien sûr. Le deuxième point, c'est que tous les candidats, même ceux disons, du monde islamiste ou de l'oligarchie, ils partagent la même monotonie. On a l'impression de voir une seule couleur à la télé, un seul ton, personne ne crève l'écran, personne n'a vraiment rien à dire au peuple. On le sent, il n'y a plus de projet. Et puis il y a même une espèce de manque de charisme. On est loin de Boumedienne, de Ben Bella, Boudiaf, Hussein Ahmed. On est même loin d'un monsieur comme Chadli Mejdid, qui était le président algérien dans les années 80, un homme qui était très critiqué pour son aspect effacé, mais même Chadli Mejdid aujourd'hui donnerait des leçons de média training et de présence à la télé aux candidats aux élections algériennes. Alors, est-ce un problème purement algérien ou est-ce un problème arabe ou maghrébin? Moi, je crois que c'est un problème qui est général à l'ensemble du Maghreb, notamment au Maroc et à la Tunisie. Les deux poids lourds du Maghreb qui se sont toujours définis comme une antithèse du modèle algérien, du système ou d'expérience algérienne. Et bien, même ces pays connaissent ces deux problématiques, parce que dans ces deux pays aussi, quand on creuse bien, quand on veut bien regarder la réalité, le choix est très simple, c'est le statu quo ou les islamistes. Les islamistes d'ailleurs qui remportent des succès électoraux extraordinaires, on a l'impression qu'ils ne dépensent même pas d'argent puisque les gens votent pour eux. Il y a un gros 30%, 40% de la population qui vote pour eux de manière avec une grande adhésion et c'est pas prêt de changer à mon avis. Entre islamistes et le statu quo, disons, entre les islamistes et ce que j'appelle les affairistes, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, les gens qui font de la politique avec de l'argent. D'ailleurs au Maroc on parle de Moulchka, c'est-à-dire le porteur de valise, c'est dire. Entre ces deux pôles-là existent des personnalités brillantes, des modernistes, des gens qui sont dans une vision sécularisée de la société, des hommes et des femmes très intéressants, très courageux, mais leur problème c'est qu'ils sont modérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont face à eux deux radicalités extrêmes, l'islamisme qui va leur faire la peau un jour ou l'autre, ou le seul moyen pour que les islamistes ne leur fassent pas la peau, c'est que ces gens-là prennent leurs valises ou arrêtent de faire de la politique. Et l'autre radicalité, c'est la radicalité des affaires, des affairistes, la radicalité de la corruption, la radicalité du statu quo qui est très dure aussi pour les populations. Et ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'ils ont face à eux deux monstres et qu'il faut pour lutter contre ces deux monstres, il ne suffit pas d'être gentil, bien élevé, de parler le français avec l'accent parisien ou de parler l'anglais avec l'accent d'Oxford. Il faut faire de la politique, c'est-à-dire désigner un ennemi et être prêt à donner des coups et à en recevoir. Voilà, donc ces choses-là sont assez difficiles à percevoir depuis Paris, depuis l'extérieur, je vous le concède. Le Maroc et la Tunisie, effectivement, traversent la mondialisation, traversent les remous actuels du monde arabe sans trop de dégâts. Puisqu'ils ont, et je vous l'explique dans un texte que je mettrai en lien dans la description de la vidéo, ils ont, contrairement à l'Algérie, des protecteurs naturels, ce que j'appelle des amortisseurs traditionnels, qui sont des acquis sociaux transmis par les anciens, donc accumulés tout le long des siècles et transmis de génération en génération. Ces amortisseurs sociaux permettent de calmer le jeu et d'éviter que la société respire trop fort. La société marocaine notamment, elle est enserrée dans un maillage administratif plutôt efficace qui permet à l'État de calmer les ardeurs de la société, ce qui n'est pas le cas, pas du tout le cas en Algérie, où la société elle a été
réordonner, réorganiser dans la brutalité pendant la guerre de libération et juste après, et se retrouver tout de suite face à l'État. Je ne m'étends pas sur le sujet, je vous invite à lire le texte. En tout cas, situation préoccupante au Maghreb. Et moi, je vois, on peut ne pas être pessimiste, hein, mais je vois que l'Algérie représente un avertissement aux Marocains et aux Tunisiens. C'est le monde de demain d'ici 20 ans, peut-être moins. Un monde où désenchanté, où le peuple a été déniaisé, où la jeunesse est nihiliste, elle ne croit plus en rien. Elle veut bien la liberté, mais elle ne sait pas comment y arriver. Elle veut bien, tout le monde veut la liberté, veut la justice, mais comment y arriver? Sans leader et sans idée. Voilà. Elle veut bien le changement, elle le réclame, mais c'est une révolte stérile, ça ne donne sur rien. Et puis, face à elle, une oligarchie qui pense à son statu quo, à préserver ses capitaux, son patrimoine. Et derrière, comment contrôler la situation, comment éviter qu'elle explose? Eh bien, la tentation est grande de donner aux islamistes le contrôle social, le sociétal, pour peu que les richesses, les fortunes soient préservées. C'est un peu aussi ce qui se passe en Égypte, avec l'armée qui tient les rênes, qui tient l'économie, on va dire l'agro-business, le commerce, le canal de Suez, les royautés du canal de Suez, des choses, on va dire, sérieuses, et les islamistes qui tiennent les choses non moins sérieuses, qui sont le social, les syndicats, le sociétal, l'université. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent penser le Maghreb de demain, c'est-à-dire la frontière sud de la France et de l'Europe, hein, pour tous ceux qui veulent penser cet espace stratégique, il faudrait peut-être qu'ils regardent vers l'Algérie, éventuellement vers l'Égypte, qui sont deux avertissements qui sont comme ça, c'est des alarmes rouges, qui aveuglent d'ailleurs par leur acuité. Et j'espère que dans mon article, vous verrez, j'appelle notamment la France à prendre cela en compte dans sa politique extérieure. Merci beaucoup. Au revoir.